été traitées dans le paquet Erika 3. Monsieur Jean-Bernard Kovarik, qui est parmi nous, représente ici le ministère de l'Environnement au sein de la Direction générale des infrastructures et du transport maritime. Il est aussi président de la régulation AFNOR sur les aspects de transport et d'infrastructure, et à pouvoir nous éclairer un petit peu plus sur l'application justement de ce paquet Erika 3 en France, et nous pourrons éventuellement souligner peut-être d'autres enjeux distingués au niveau national. Monsieur Kovarik. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance d'avoir bien voulu m'inviter à prendre la parole parmi vous aujourd'hui sur ces sujets non seulement juridiques, mais aussi techniques et un peu politiques, liés à la protection et à la prévention de toutes ces pollutions marines. L'actualité est très active en ce moment, puisque vous savez que la décision de la Cour de cassation de la fin septembre dernier, à l'occasion du procès de l'Erika, a vraiment innové de façon tout à fait significative sur la reconnaissance du préjudice écologique. Et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. En tout état de cause, il faut bien sûr souligner combien ces catastrophes écologiques nous obligent à réfléchir plus avant et stimulent notre anticipation sur la nécessité de transports maritimes plus propres et plus sûrs. Quoi qu'il arrive, il y a bien un avant et un après ces catastrophes, et notamment celle de l'Erika. Alors, le premier point que je voudrais évoquer devant vous, c'est l'application que nous faisons de ce paquet Erika 3. L'élément important de la transposition a pris la forme d'une ordonnance qui a été prise donc en juin 2011 et qui est assortie d'un certain nombre de décrets d'application, 5 décrets, une instruction du Premier ministre. On peut dire aujourd'hui que la transposition du paquet Erika 3 est achevée en France. Le point final ayant été la certification qualité selon la norme ISO 9001 référentiel 2008 de la Direction des affaires maritimes. Alors, si ce paquet Erika 3 a pu être pris en 2009, avec d'ailleurs une impulsion politique assez marquée de la présidence française de l'Union européenne, on voit qu'il a quand même fallu 2 ans pour prendre l'ordonnance, 3 ans pour aller jusqu'au parachèvement avec cette certification de la Direction des affaires maritimes. Bon, c'est un délai qui peut certes sembler un petit peu long, mais je crois que c'est un beau résultat vu la complexité du dossier et vu le nombre d'acteurs, le nombre d'intervenants qu'il y a lieu de mettre autour de la table et de rechercher un accord sur ces sujets complexes. Alors en pratique, c'est quand même bien depuis le 1er janvier 2011 que les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour le contrôle de l'état du port, par l'état du port, le Port State Control. C'est une activité qui est mise en œuvre par les 16 centres de sécurité des navires que nous avons, appuyés par un bureau d'administration centrale sur la sécurité maritime. Les nouvelles exigences en matière de nombre de navires contrôlés, de ciblage sur les navires prioritaires, le suivi beaucoup plus intégré des défaillances, a quand même beaucoup améliorer le suivi et l'intégration européenne de ces contrôles en s'appuyant sur le système informatisé TETIS qui nous permet d'anticiper dès avant l'arrivée
dans les ports et dans les eaux européennes des navires, qui permet d'anticiper donc le profil de risque du navire, de signaler les priorités, et qui donne à tous les inspecteurs de sécurité les moyens de s'organiser pour répondre à cette exigence de surveillance. L'activité de contrôle par l'État du port fait l'objet d'inspections régulières de la part de l'EMSA. Nous avons 2-3 inspections par an. Bon, je crois que les chiffres montrent que le nombre de navires sous normes qui fréquentent les eaux européennes, et singulièrement les ports français, est quand même en nette diminution. Là. Sur ce point, on peut déjà voir que la dérivée est positive. Et puis, il y a un autre volet de mise en place qui concerne les échanges d'informations. Nous avons développé ce système qui s'appelle Trafic 2000, qui est en quelque sorte le portail français d'accès au système européen SafeSeaNet et qui contribue à la mission SURNAV, donc de surveillance de la navigation maritime. Nous avons encore des améliorations à apporter à ce système et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors tout ce que je dis là, bon voilà, c'est très bien, on a fait des tas de choses, mais vous allez me dire, il y a quand même encore des progrès à faire, vous n'en êtes pas arrivé au sommet de toutes vos possibilités. Effectivement, voilà quelques propositions que je voudrais faire devant vous et vous indiquer sur quoi nous travaillons actuellement. Alors, il a été beaucoup question jusqu'à présent du facteur humain. Oui, 4 accidents sur 5 ont une cause qui touche au facteur humain, à l'erreur humaine, à la défaillance, à ce facteur complexe. Nous travaillons avec tous nos collègues des divers pays de l'Union européenne et sous l'animation de la Commission européenne à la modification d'une directive, alors c'est la 2009-16 sur le contrôle de l'état du port, pour arriver donc à cette meilleure prise en compte de l'élément humain et l'intégration des éléments tirés de la Convention du travail maritime, cette convention OIT, convention MLC 2006, qui conduira vers une véritable certification sociale des navires, avec un contrôle par l'État du port de cette certification sociale. En franco-français, l'instrument de transposition, si je puis dire, de la Convention du travail maritime fait l'objet d'une disposition qui va être introduite au cours du premier semestre 2013 dans un projet de loi qui est actuellement en cours de montage sur des dispositions d'application en droit français du droit européen. Autre élément, les partage d'informations et la bonne connexion des systèmes d'information. Alors, il y a le projet CIS, le Common Information Sharing Environment, pour lesquels les travaux, disons, sont en train de débuter en ce moment, qui consiste à intégrer LRIT, AIS, CleanSeaNet, les informations transmises par les systèmes de surveillance du trafic maritime, les informations transmises par les ports, et de faire évoluer SafeSeaNet dans un cadre encore mieux intégré et encore mieux efficace. Nous y prenons toute notre part. Et singulièrement, à court terme, cette fois-ci, c'est une mesure qui peut paraître un petit peu technique, mais qui a quand même son importance dans une meilleure fluidité des informations et dans la dématérialisation de tout le système documentaire qui intervient dans le transit maritime. Il s'agit de la transposition d'une directive, la directive 2010-65, qui vise à créer donc ce guichet unique par lequel les systèmes documentaires, que ce soit les 7 formulaires FAL, la déclaration maritime de sûreté
et la déclaration maritime de santé vont être donc mis en cohérence avec l'envoi des données du trafic maritime et de celles qui sont sous la responsabilité des autorités portuaires. Donc c'est un guichet unique qui va être relié sur SafeSeaNet et sur le système douanier Electronic Customs. Là encore, nous prévoyons une ordonnance courant 2013. Je crois d'ailleurs que la démarche est assez avancée puisque le Conseil supérieur de la marine marchande a déjà pu émettre un avis sur ce projet d'ordonnance. Autre élément sur lequel je voudrais dire 2 mots, même s'il a déjà été largement évoqué aujourd'hui et j'ai cru comprendre dans les sessions d'hier, auxquelles je n'ai malheureusement pas pu prendre part, c'est le préjudice écologique. Cette décision de la Cour de cassation donc, a bien consacré la réparation au plan social, au plan civil pardon, du préjudice écologique. Il y a quelque temps déjà, en mai de cette année, je crois, un sénateur de la Vendée a eu l'occasion de déposer un projet de loi, une proposition de loi pardon, sur la reconnaissance, sur l'inscription en droit positif français du préjudice écologique, pour le mettre inscrit dans le Code civil. Madame Batho, notre ministre de l'écologie, a indiqué elle-même, à la suite donc, de la décision de la Cour de cassation, que cette notion devait être désormais intégrée complètement dans notre dispositif législatif et a annoncé la constitution d'une mission de juristes pour travailler précisément à ce projet. Alors oui, cette décision confère à l'environnement un statut, entre guillemets, de victime. Et qui dit préjudice écologique dit réparation et dit par conséquent estimation des dommages pour permettre de le réparer. Je pense qu'il y a effectivement lieu d'avancer sur cette question de l'estimation de la réparation des dommages. Bon, c'est un thème qui n'est pas totalement inconnu dans nos dispositions, même s'il y a lieu d'avancer encore, puisque la loi sur la responsabilité environnementale de 2009 a proposé d'utiliser la méthode des équivalences pour la réparation en nature des dommages causés par un accident industriel. Alors par méthode d'équivalence, il faut comprendre une équivalence écologique et disons biophysique, et pas une équivalence monétaire. Donc c'est un chantier sur lequel il y a un certain nombre de réflexions à mener. Je vois que l'heure avance, donc je voudrais conclure mon propos sur l'action de l'État en mer. Sujet qui a déjà une certaine ancienneté, puisque c'est en 1978 que cette notion a été introduite. Elle a été considérablement précisée et renforcée en 2004 avec le rôle important confié au préfet maritime, un rôle de coordination, mais qui va même plus que de la coordination. Et puis, plus récemment, 2 dispositions réglementaires en 2010 et en 2011 ont conduit à formaliser cette coopération interministérielle selon un modèle peut-être un petit peu innovant en France par rapport à ce que l'on peut voir dans d'autres pays européens, un modèle de fonction garde-côte intégrée avec un comité directeur de la fonction garde-côte placé sous l'autorité, sous la présidence du SGMR et un centre opérationnel de la fonction garde-côte qui assure une veille permanente, qui assure un suivi des crises, qui fait une analyse de tous les faits maritimes et intervient dans les opérations de secours, la lutte contre la pollution marine et le maintien de l'ordre. Il s'agit là de mettre en commun des moyens, de mutualiser des moyens et de rationaliser des missions exercées par des administrations d'origine un petit peu différente, comme bien sûr la marine nationale,
les moyens des douanes, la gendarmerie, la sécurité civile, la direction des affaires maritimes et tous les moyens des CROSS. Alors, il y a un certain nombre de modèles différents entre les États membres. On parle fonction garde-côte européenne. Voilà. Bon. Le problème, la situation va certainement avancer. Aujourd'hui, il faudrait déjà définir, s'entendre sur une définition conjointe de ce qu'est cette fonction garde-côte. Ça prendra peut-être un petit peu de temps. Nous savons que plusieurs agences européennes sont intéressées à collaborer sur le sujet. Il y a l'EMSA, bien sûr, il y a Frontex, qui est plus centralisé focalisé sur les questions de sécurité intérieure et d'immigration. Nous avons en tout cas, en tant qu'autorité française, une action de court terme qui privilégie les coopérations bilatérales. Coopération avec le Royaume-Uni, c'est Manche-Plan, qui remonte à quelques années déjà. Avec l'Espagne, je vais peut-être me focaliser sur nos voisins immédiats. Donc nous avons le Biscay Plan qui a été mis en place en 1999 pour la partie donc, du golfe de Gascogne. Nous avons le Lyon Plan qui a été mis en place en 2002. Et c'est vraiment dans le cadre de ces coopérations-là que les moyens opérationnels sont mis en place, sont convenus et sont testés pour répondre, ce qu'à Dieu ne plaise, à des situations d'urgence qui viendraient à survenir sur nos côtes. D'ailleurs, il y a eu, dans le cadre du Biscay Plan, récemment, en septembre dernier, un exercice conjoint qui a été mené à Saint-Jean-de-Luz et qui a, ma foi, donné satisfaction pour tester les dispositifs de communication et la réalité sur le terrain de cette coopération. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long pour ce propos. Au revoir, Monsieur Lagrave. Merci d'avoir participé. Merci de votre soutien à cet événement. Donc, des lacunes qui ont été révélées, des propositions qui ont été rappelées, le fonds d'indemnisation européen qui avait été créé, qui n'a pas encore trouvé un tiroir dans lequel atterrir, le facteur humain, la question du partage des données, autant de points qui suscitent encore des interrogations, même beaucoup d'intérêt pour plus de progrès. Les régions, l'État français soulèvent ces questions.